Et si on s'amusait à devenir vieux? Et si on s'amusait à le jouer, nous deux? Tel que je l'ai compris, le film raconte trois histoires, certes indissociables, mais distinctes, me semble-t-il. La première, c'est la construction d'un spectacle, d'une pièce de théâtre, autour de l'idée qu'en avait Didier Ruiz. La seconde, ou la deuxième, c'est plutôt la reconstruction de chacun des personnages. Et ça dit déjà quelque chose de la prison, encore que ces personnages sont là aussi pour faire bonne contenance, il faut un spectacle. Mais la prison détruit beaucoup les personnes qui en sortent très, très affaiblies, très diminuées. Et le théâtre est pour elle une occasion de résilience, de reconstruction. Et par conséquent, d'ailleurs, on sent très bien qu'au début du film et à la fin, les personnages ne sont pas tout à fait identiques. Comme on sent que la reconstruction est inégale suivant les personnages. Il y en a un qui est encore très très fragile parce que sa sortie est récente. Alors là-dessus, ça dit déjà un peu quelque chose de la prison. Et puis la troisième histoire, c'est celle que raconte évidemment chacun des acteurs qui sont présents devant nous et qui parlent de leur expérience carcérale. Je crois qu'il faut partir du fait que toute souffrance, et notamment toute souffrance profonde, est un peu indicible, on sait bien ça tous, nous autres. Et par conséquent, on a du mal à parler de la prison. Et ce que réussit ce spectacle, c'est de dire des choses simples sur la prison, des choses d'ailleurs tellement simples qu'elles varient d'une soirée à l'autre, si j'ai bien compris, puisqu'il y a une part d'improvisation, apparemment, dans ce que disent les uns les autres, mais toujours évidemment sur fond de véracité absolue. Et donc il raconte des choses très simples sur la prison, comme l'un d'entre eux qui raconte comment il a tressé la corde de son évasion avec l'achat de multiples chaussures à semelles de corde par les autres détenus, donc il témoigne ainsi d'une forme de solidarité au sein de la prison. Annette, pour sa part, qui est la seule proche des détenus à parler, dit beaucoup sur son expérience de femme coupée de son mari et sentant son mari vivant dans des conditions difficiles. Ça dit donc un certain nombre de choses et je pense que chacun des spectateurs est touché par ça. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites, soit qu'elles touchent au plus profond de chacun des personnages pour qu'elles puissent être dites. Sur ce point, Annette est plus diserte que les hommes. Par exemple, moi j'ai toujours été frappé au contrôle que les lettres que nous recevions des femmes et les entretiens que nous avions avec elles en prison étaient toujours beaucoup plus directs, beaucoup plus au fond des choses que celui que nous avions ou les lettres que nous recevions des hommes. Bon, c'est ainsi, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Et puis il y a des choses qui ne sont pas dites parce qu'elles ne viennent pas tellement à l'esprit. Par exemple, la violence des rapports entre les détenus. Parce que eux, ceux qui témoignent là, dans cette pièce, sont plutôt du côté, j'allais dire, des gens qui ont eu des longues peines. Donc ça les a fait beaucoup souffrir, mais en même temps, ça les a mis plutôt du côté des puissants, entre guillemets, si on peut parler de puissants en prison. En réalité, c'est un non-sens de dire ça. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas guère éprouvé, en tout cas ils n'ont guère dit cette crainte quotidienne qu'ont les faibles en prison, par exemple les pointeurs, ceux qu'on appelle les pointeurs, les auteurs d'infractions sexuelles, d'être maltraités par leurs codétenus. Bon. Donc tout ceci n'apparaît pas. Donc je crois qu'il y a là une parole unique sur la prison, parce qu'encore une fois elle est rare, et elle est rare parce qu'elle est plurielle. Et de ce point de vue-là, le spectacle est bien meilleur que les témoignages qu'on a eus ici ou là sur la prison. Mais en même temps, la prison est un système tel qu'aucun ne peut dire complètement ce qu'elle est, parce que c'est encore une fois au-delà de toute description dans la vie qu'on peut y avoir.
Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit deux choses assez différentes. Il y a des aspects très conjoncturels là-dedans et des aspects complètement structurels. Je vais essayer d'être simple. La conjoncture, c'est que contrairement à ce que pensent peut-être beaucoup de gens, il y a un décrochage complet entre le nombre de détenus à un moment donné et la délinquance à un moment donné. C'est-à-dire que les prisons sont là comme exécution de jugements prononcés condamnant des gens à des peines de prison. Et ces condamnations plutôt sont sans rapport direct avec la délinquance telle qu'elle se déroule. C'est-à-dire qu'il y a à travers ça, entre les deux plutôt, la médiation de la loi pénale qui peut changer, de la procédure pénale qui peut changer, de l'esprit du juge, de la conviction du juge qui peut évoluer, de la pression de l'opinion, de l'idée que se fait le politique. Bref, tout ça, ce sont des ingrédients qui font qu'à un moment donné, à délinquance égale, on peut avoir plus ou moins de personnes détenues. Donc ça, c'est les aspects conjoncturels qui font que dans les 20 dernières années, par exemple, on a eu une baisse très forte à l'extrême fin du XXe siècle, dans les années 95-2000, pour aller vite. Et puis depuis 2001, mais par vagues inégales, on a eu des apports de population carcérale très substantiels, très substantiels. Alors, il faut mettre derrière ça, notamment, les politiques de sécurité bien connues, puisque nous sommes dans une période où le politique joue énormément sur le thème de la sécurité, et par conséquent, ça se traduit, ça, en effet, par une sévérité accrue des tribunaux. Le terrorisme joue son rôle évidemment là-dessus, peut-être un peu marginal. Et par exemple, dans ces derniers temps, ce qu'on a observé, c'est l'accroissement très sensible du nombre de détenus provisoires, c'est-à-dire de prévenus, ceux qu'on met en prison avant jugement. Bon. Il y a là un renforcement de la garantie qu'on demande aux prévenus, parce qu'on estime que, vraisemblablement, ils sont plus dangereux qu'ils ne l'étaient avant. En réalité, ils ne le sont pas, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Mais il y a des aspects structurels aussi dans cet état qui fait que, au fond, nous avons un système judiciaire dans lequel la prison n'est pas celle à quoi on punit le plus. Il y a beaucoup plus de peines d'amende et de prison avec sursis que de peines de prison ferme. Mais la prison reste, aux yeux de l'opinion et souvent des magistrats, il faut bien le dire, la peine exemplaire, celle par laquelle on est sûr que la personne va être effectivement punie. Et on a bien vu ça au moment des débats en 2014, lorsque Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, a présenté un projet qui évoquait des peines substitutives à la prison. Elle s'est fait vilipender par toute l'opposition d'alors au motif que c'était une preuve de plus du laxisme de la gauche, je cite, qui faisait que les gens délinquants ou criminels n'étaient pas véritablement punis. Donc à ce titre-là, on peut bien dire que notre système donne la prison comme peine de référence. Et puis, derrière cette conception, il y a un deuxième débat qui est de quelle nature doit être la prison? Est-ce que c'est un établissement qui doit être fermé, dans lequel on doit souffrir, ou est-ce que c'est un établissement où on doit aussi, comme on le dit notamment depuis 1945, assurer des formes de réinsertion de la personne condamnée? Il y a tout un débat autour de cette question aujourd'hui qui n'apparaît pas clairement dans les débats sociaux, mais qui tourne autour notamment de la dangerosité des délinquants ou des criminels. Si quelqu'un est dangereux, alors, disent certains, il faut le mettre en prison jusqu'à ce qu'il ne soit plus dangereux, point. Et c'est à lui de se débrouiller pour ne l'être plus. D'autres, à l'opposé, disent la prison est là pour racheter les fautifs et par conséquent pour leur donner les moyens de revenir parmi nous dans un état social à peu près normal. Bon. Ces débats-là, on les voit peu apparaître, mais ils sont sous-jacents en réalité à toutes les mesures pénales ou de procédure pénale qu'on prend depuis 30 ans. La gauche insiste traditionnellement plutôt sur les aspects de réinsertion. La droite, elle, insiste plus spectaculairement, ces dernières années en tout cas, et notamment depuis 2005, la loi sur la récidive, sur les aspects de dangerosité. Tout ça fait qu'au bout du compte,
La gauche capitulant un peu sur les idées de réinsertion et cédant aux idées de dangerosité, on a aujourd'hui en effet des maisons d'arrêt qui occupent 140 personnes, ou plutôt qui contiennent 140 personnes au lieu de 100. Oui, il y a en effet un projet de loi sur la justice qui a été déposé en juin au Parlement et qui doit être discuté à l'automne 2018. En réalité, le point de départ en effet du discours d'Emmanuel Macron le 6 mars dernier devant l'École nationale pénitentiaire et ses élèves était en un sens courageux dans la mesure où il rompait précisément avec cette logique de la peine que je viens d'évoquer. Le projet de loi est très en deçà de cette ambition. Il n'évoque pratiquement pas la question carcérale. Et par conséquent, rien dans ce projet n'est susceptible à mes yeux de modifier quoi que ce soit de la vie matérielle, de la condition d'existence des personnes détenues. Mais encore une fois, le projet est devant nous, donc il faudra voir ce qu'elle donne. En l'état, moi je ne le regarde pas comme satisfaisant. Il y a cette conviction de l'opinion que je crois très très profonde qui est que les délinquants, les criminels doivent souffrir puisqu'ils ont fait souffrir. Ils ont fait souffrir. Les victimes sont là, elles témoignent de leurs difficultés, de leur vie extraordinairement chahutée, bouleversée, et par conséquent, les détenus doivent souffrir à due concurrence. Le malheur, c'est que l'opinion ne sait pas très bien ce que c'est que la prison, et pour cause. On n'y va jamais, sauf après condamnation. Et même quand on y va comme avocat ou médecin, c'est un survol. Je crois que la prison en elle-même, je le disais au début de notre entretien, fait souffrir. Fait souffrir. Le fait d'être coupé des siens, le fait de ne plus avoir d'avenir devant soi, le fait d'avoir perdu toute autonomie, pas seulement dans la liberté d'aller et de venir, mais dans la liberté de décider, est une très grande souffrance. Et par conséquent, la prison fait par elle-même souffrir. Et des fois, un ras-le-bol, je m'ouvrais les veines et tout ça, c'est surtout pour le fait d'aller à l'hôpital, avoir une sortie, changer d'air. Donc je crois qu'il faut mettre en face de ça la réalité carcérale. Le spectacle de Didier Ruiz est là pour ça, le film de Stéphane Mercurio est là aussi pour cela. Et plus on en fera à cet égard, mieux, je crois, l'opinion sera capable de comprendre que, d'une part, il est inutile de faire souffrir les gens inutilement. La prison fait par elle-même souffrir. Et d'autre part, je crois que plus on traite bien les gens, plus ils sont capables de se réinsérer. Autrement dit, plus on les bat avec des verges, plus on les soumet à la torture, etc., plus ils ressortiront avec, pas bien, avec du ressentiment, de la haine, comme ils disent, pour la société. Plus on les traite bien, plus on leur donne des outils de réinsertion, plus, je crois, ils auront des chances de ne plus commettre de délits. Par conséquent, je crois que l'opinion doit réfléchir aussi à cet aspect des choses. Ce débat doit être ouvert, doit être poursuivi, et il y a bien des détenus pour lesquels la prison ouverte ne poserait aucun problème. Comme me le disait d'ailleurs un jour un surveillant, un gradé surveillant qui était connu d'ailleurs pour sa férocité d'une certaine manière, 80% des détenus ne posent aucune difficulté. Par conséquent, 80% des détenus pourraient être mis dans ces prisons. On peut dire les choses autrement, 80% des détenus sont assez raisonnables pour penser qu'ils risquent plus en s'évadant qu'en restant sur place pour exécuter normalement la fin de leur peine. Donc la prison ouverte, oui, bien sûr qu'il faut y songer. Il faudra y songer malgré les oppositions évidemment multiples de l'opinion dont on vient de parler et des élus locaux aussi qui sont le reflet de cette opinion. Mais il y a d'autres choses à faire en détention et on nous dit toujours « mais vous n'y pensez pas, changer la condition carcérale, ça veut dire dépenser des milliards » et il n'est pas question aujourd'hui de dépenser des milliards. Il y a des petites choses extrêmement simples à faire en détention, mais suivant quelques directions déterminées. Je parlais à l'instant de la perte d'autonomie des détenus et de l'absence où ils sont de prendre toute décision relative à leur propre sort. Tout ce qui fera que les détenus pourront décider une part de leur emploi du temps, de leur activité, etc., en détention, sera la bienvenue. Alors ça commence à venir, on vient d'inventer l'année dernière, ou il y a 2 ans en France,
ce qu'on appelle le module respect, qui consiste pour certains détenus, ou plutôt pour des détenus de quelques prisons en France, sur un modèle espagnol, de s'engager à respecter le règlement intérieur, moyennant quoi ils ont un régime de détention élargi par rapport aux autres détenus. Bon, ça, c'est un type de choses qui ne coûte rien, et qu'il est facile de mettre en œuvre, mais qui est toujours expérimental, à ma connaissance, aujourd'hui. Mais il y a de multiples choses très simples. Il faut améliorer les relations avec l'extérieur, avec la prison. Il faut améliorer les liens avec les familles. J'avais expliqué un jour à un président de la République qui avait trouvé ça intéressant, qui n'a donné bien sûr aucune suite, qu'il ne devrait pas y avoir une entrée en prison sans un entretien de l'administration pénitentiaire avec la famille. Bon, ça ne coûte rien non plus, sauf un petit peu de temps. Je donne aussi un exemple très simple pour vous montrer que tout doit être fait dans les conditions matérielles pour changer les choses. Les détenus ne peuvent pas écrire au médecin de la prison, pour aller vite, dans une enveloppe cachetée, comme le secret médical l'exigerait, parce qu'ils n'ont pas d'enveloppe. Pourquoi l'unité sanitaire de la prison, l'infirmerie si on veut, ne distribue-t-elle pas d'enveloppe aux détenus ? Bon, ça coûte rien, ça. Et ça, c'est susceptible de changer beaucoup le respect qu'on a pour soi-même et pour son propre corps. Et ainsi de suite. De multiples choses peuvent changer. Et puis, l'exemple de Didier Ruiz montre, et il y en a d'autres, que l'expression donnée aux détenus, faire du théâtre, faire de la musique, faire une œuvre plastique, compte énormément pour des gens qui n'ont pas pu s'exprimer. Donc je crois que, encore une fois, donner des outils de réinsertion, permettre l'expression des détenus, renforcer les liens avec l'extérieur, sont des choses sur lesquelles il faut agir de façon très concrète, très continue, très puissante, et sans que ça coûte forcément beaucoup. Alors, le budget de la justice a été épargné depuis une quinzaine d'années par l'essentiel des coupes budgétaires. Mais c'est vrai qu'il reste bien en deçà des besoins, et on a épinglé notamment la France dans le cadre de l'Europe élargie, qu'on appelle celle du Conseil de l'Europe, parce qu'elle était à la traîne en matière de budget de justice. Je crois que celui de l'Allemagne fédérale est à population égale à peu près 6 fois supérieur au nôtre. Bon. Mais il me semble que c'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la répartition des délinquants ou des criminels qu'on veut sanctionner entre les différentes branches, si on veut parler ainsi, de la sanction. Un détenu coûte cher d'un certain point de vue, il coûte une centaine d'euros par jour. Hein. C'est très simple. Bon. Et donc vous multipliez ça par 67 000, multipliez par 365 et vous avez le coût annuel. Ça paraît très cher, en même temps par rapport à d'autres formes de prise en charge, que sont le suivi à l'extérieur, que sont la prise en charge psychiatrique. C'est très très peu cher. C'est très très peu cher. À titre de comparaison, pour rester dans le même ordre de choses, les établissements pour mineurs, qui sont des constructions récentes inventées en 2002 pour héberger certains mineurs délinquants, coûte à peu près 600 à 700 euros par jour. Bon. Et si je prends l'exemple de la psychiatrie, ce n'est pas un hasard, c'est que selon les études épidémiologiques qui ont été faites, il y a à peu près un quart des détenus qui sont atteints de maladies psychiatriques, de souffrance mentale graves, pas bénignes, pas l'angoisse, etc., mais graves. Bon. Et donc on peut se demander pourquoi ces gens-là ne sont pas en psychiatrie. Ils devraient l'être. Ben, tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher de les mettre à l'hôpital psychiatrique que de les mettre en prison. Et par conséquent, le juge n'hésite pas, lui, parce qu'il a la responsabilité de ne pas laisser quelqu'un dehors s'il l'estime dangereux. Par conséquent, il le met en prison. Alors qu'il a la faculté de le mettre en hôpital psychiatrique. Mais sous certaines conditions, en effet, qui se sont d'ailleurs durcies ces dernières années. Donc, on peut trouver ça cher. C'est plus cher que le bracelet électronique, qui lui ne coûte pratiquement rien, en dehors de l'appareil et du suivi téléphonique qui n'est pas grand-chose. Mais le bracelet électronique laisse les gens en l'air sans aucun appui, sans rien du tout. Bon. La prison, c'est un minimum de prise en charge. On peut souhaiter qu'elle coûte moins cher. En réalité, je crois que c'est un minimum incompressible. Il faut voir la qualité de la nourriture en prison, par exemple. Hein. Il ne faut pas aller très loin pour penser que si c'est un coût modique, 100 euros par jour, c'est notamment, ça se traduit par certaines choses. Donc moi je crois que c'est pas comme ça que le problème doit se poser, il doit être posé dans les relations avec d'autres types de solutions punitives, et c'est aussi ça qui explique sans doute que les solutions alternatives à la prison
ne connaissent pas d'essor substantiel dans notre pays, parce que ce sont des solutions qui coûteraient un peu plus cher. Donc la prison n'est pas seulement un expédient pour le juge, elle est un expédient aussi pour le financier.